Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'un des groupes de rock phares des années 1990, Oasis, se reforme après 15 ans de séparation. Les frères Gallagher, Liam et Noel ont décidé de mettre de côté tout ce qui les sépare pour revenir sur scène l'été 2025, une vingtaine de concerts prévus en juillet, août et quelques dates supplémentaires en septembre. Plus d'1 million de billets se sont vendus en une seule journée, le 31 août. Code Source retrace 30 ans de clash au sein d'Oasis avec le chef du service culture du Parisien, Emmanuel Marolle, qui les a interviewés tous les deux et qui couvrait Rock en scène en août 2009 quand le groupe s'est séparé. Emmanuel Marolle, le petit frère Gallagher, Liam, il est comment et quel est son rôle dans le groupe ? Liam, c'est un peu la star arrogante, le cliché du rocker britannique, quelque part. C'est-à-dire qu'il a souvent des postures, des déclarations, même dans sa façon de chanter, on sent l'arrogance dans sa voix véritablement. Donc c'est le crâneur. Un peu tête à claque aussi, mais de manière totalement assumée. Même question pour l'aîné, Noel Gallagher. Noel, lui, c'est le génie musical. C'est lui qui compose, qui écrit tout, qui est dans l'ombre, qui chante quasiment jamais, à quelques exceptions près, et qui offre sur un plateau des chansons qui sont taillées vraiment pour la voix et la présence de son frère Liam. Ils se sont tous les deux séparés après une dispute violente juste avant de monter sur scène à Rock en scène en août 2009. On va revenir là-dessus à la fin de ce podcast. Depuis leur séparation, comment s'est passée la carrière solo de Liam ? Liam, il a fait au total 5 albums, 2 albums sous le nom d'un groupe qui s'appelait BDI, et puis 3 albums solo. La surprise est plutôt pas si mauvaise surprise que ça avec Liam, c'est qu'il sait écrire des chansons, alors que musicalement c'était plutôt son frère qui drivait Oasis. Maintenant, BDI et même les albums solo de Liam marchent commercialement, notamment en Angleterre, où Oasis reste quelque chose d'énorme malgré la séparation. Mais musicalement, c'est un peu la deuxième division, c'est un peu du sous-Oasis, de par le fait qu'on est un peu dans le même genre musical, et puis aussi de par le fait qu'on entend à chaque chanson la voix d'Oasis. Et Noel, il s'en est sorti comment sans son frère, le chanteur d'Oasis ? Moi je trouve que musicalement il s'en sort mieux, et c'est assez logique parce que c'est lui qui composait, qui écrivait les chansons du groupe. Certes, il a plus la voix mythique de son frère, mais en même temps, les chansons, il peut continuer à en écrire et il le fait. Et il fait au total 5 albums sous le nom d'un groupe, les High Flying Birds. Et c'est pareil, c'est assez inégal, mais il y a vraiment des albums qui sont très très réussis. Les albums marchent plutôt bien en Angleterre. Ici, c'est un peu plus, peut-être pas confidentiel, mais en tout cas, c'est réservé à un public vraiment de fidèles et qui est forcément nostalgique un petit peu d'Oasis. Donc leurs albums marchent plutôt bien en Angleterre, mais ça reste sans commune mesure avec le succès d'Oasis. Ah non, mais c'est absolument incomparable. Même s'ils arrivent encore, et notamment Liam, à faire de très très gros concerts en plein air, devant des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, ou en tête d'affiche des plus gros festivals en Angleterre. Mais les chiffres d'Oasis étaient tellement délirants que c'est difficilement atteignable en solo pour chacun. Emmanuel Marolle, en octobre 2011, vous avez interviewé Liam Gallagher pour Le Parisien et sans surprise, il a dit du mal de son frère. C'était une interview assez rigolote parce que c'est chacun de leur côté. Liam et Noel sont plutôt des gens très très drôles en interview qui ont le sens de la formule. Et à un moment, il a évoqué forcément son frère dont il s'était séparé puisqu'Oasis s'était déjà arrêté. Et il m'a dit quelque chose comme « J'ai souvent pensé que mon frère était un crétin et il me le rendait bien ». Donc voilà, ça résumait un petit peu l'état d'esprit qu'il y a depuis des décennies entre les deux frères Gallagher. Emmanuel Marolle, vous nous racontez aujourd'hui l'histoire d'Oasis. Noel est né le 29 mai 1967. Liam a vu le jour 4 ans plus tard, le 21 septembre 1972. Ils sont tous les deux nés à Manchester, où ils ont grandi. Qu'est-ce qu'on sait de leur enfance ? C'est des enfants de la classe ouvrière.
C'est une famille de 3 enfants, de 3 garçons, Noël, Liam et Paul. Ils ont grandi avec leur mère, Peggy, dans la banlieue ouvrière de Manchester. Le père, Tommy, était un ouvrier dans le bâtiment. C'était quelqu'un qui avait des problèmes d'alcool, qui était violent avec ses enfants, notamment avec les aînés. La maman, au bout d'un moment, a fui, je pense, pour protéger ses enfants. Et les rapports entre les 2 frères étaient déjà compliqués à l'adolescence dans leur chambre. Liam racontait par exemple qu'un jour il était revenu complètement bourré et qu'il avait pissé sur la nouvelle chaîne stéréo de son frère. Donc voilà, un peu l'ambiance quand ils grandissaient ensemble à Manchester. Et c'est lui, le petit frère Liam, qui a commencé à jouer dans un groupe de rock avec des amis au début des années 1990. Oui, parce qu'il ne sait pas trop quoi faire de sa vie, en fait, tout simplement. Et il monte un premier groupe qui s'appelle The Rain, avec des musiciens locaux, qui va se transformer en Oasis au bout de quelques temps. Et Noël, qui lui, de son côté, joue de la guitare, mais sans véritablement penser à quoi que ce soit, c'est-à-dire il joue de la guitare aussi pour passer le temps, décide un moment de donner un coup de main à son frère, ou en tout cas il a envie un peu de s'essayer à la composition, et il propose des chansons à Liam, et il rejoint comme ça naturellement Oasis avec des morceaux qui vont être les fondations du premier album du groupe. Ce premier album sort à la fin du mois d'août 1994 et il contient plusieurs tubes. Il y a le premier single de Oasis qui s'appelle Supersonic, qui porte véritablement bien son nom parce que c'est une déflagration. Il y a une chanson avec un soupçon de mélancolie, mais en même temps avec un souffle incroyable qui s'appelle Live Forever. C'est un album qui n'invente rien, mais qui en même temps recycle tout ce que le rock anglais a de meilleur, à la fois sur le fond et sur la forme. Il y a toute l'arrogance du rock anglais incarné par ces jeunes mecs de Manchester. C'est un disque qui se vend à plus de 2 millions d'exemplaires en Angleterre, qui se vend à 7 millions d'exemplaires en tout dans le monde. Donc c'est vraiment la sensation rock du moment Oasis. Avec en plus tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que les concerts peuvent parfois être un petit peu chaotiques. On parle des chambres d'hôtel qui sont complètement ravagées. On parle déjà des conflits qu'il peut y avoir entre les 2 frères. Et puis il y a une intensité dans les concerts. Moi, je me rappelle très bien les avoir vus aux Eurokéennes de Belfort à l'époque du premier album. J'avais jamais vu un artiste chanter comme ça, c'est-à-dire avec quasiment la tête sous le micro, avec le micro qui pendait au-dessus de sa tête, avec encore une fois cette voix traînante, très crâneuse, et puis derrière un groupe qui était très puissant. Ils communiquaient pas, ils enchaînaient les chansons, et il y avait quelque chose d'assez fascinant de voir ce groupe qui incarnait pour moi personnellement tout ce que j'aimais dans le rock anglais. Oasis publie un deuxième CD un peu plus d'1 an plus tard, en octobre 1995, disque intitulé What's the Story, entre parenthèses Morning Glory, et c'est la confirmation. Non seulement c'est la confirmation, mais là c'est un carton historique en fait. Cet album se vend à plus de 22 millions d'exemplaires dans le monde. L'album est historiquement le 3e album le plus vendu de l'histoire en Angleterre, derrière Sgt Pepper des Beatles, c'est une compilation de Queen. Ils se vendent à 4,4 millions d'exemplaires, ce qui est considérable, c'est même des chiffres qui sont totalement inenvisageables aujourd'hui. Et là encore des tubes incroyables. Oui, c'est un album qui est pas très long, où il n'y a pas énormément de titres, mais en même temps il n'y a que des chansons qui vont aussi marquer leur époque. Il y a Roll With It, et puis il y a 2 chansons absolument énormes qui vont devenir des classiques instantanés. C'est Don't Look Back in Anger, avec une vraie référence aux Beatles, à John Lennon. Et puis bien sûr, il y a Wonderwall, qui est une chanson gigantesque, qui est aujourd'hui un incontournable de la musique anglaise, qui est reprise un peu partout, que ce soit
sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, dans des fêtes. Enfin bon, voilà, c'est la chanson dont un mec comme Noel Gallagher, qui cherche la perfection rock et la perfection pop, trouve finalement assez vite, parce qu'on est seulement au 2e album, mais réussit à atteindre à travers cette chanson. À cette période, Oasis est souvent comparé à un autre groupe de rock-pop britannique, Blur. Il y a 2 groupes britanniques qui en parallèle sont en train d'exploser, c'est Oasis et Blur. Mais curieusement, quand on se plonge dans les disques de Blur, on n'est pas tout à fait dans la même démarche. C'est-à-dire que Blur, notamment sur les premiers albums, peut aussi puiser dans tout ce qui se fait de mieux dans le rock britannique. Donc dans les chansons de Blur, on va entendre les Stones, on va entendre les Beatles, mais on va aussi entendre les Kings, on va entendre aussi Madness, on va entendre des sons électroniques, ce que Oasis n'a pas du tout. Liam et Noel Gallagher ne s'entendent pas, ils se disputent souvent. On sait pourquoi ? Pour tout. Vraiment, enfin, c'est des querelles de gamins comme ils en vivaient quand ils étaient ados dans leur chambre, quoi. C'est aussi et surtout le comportement de Liam qui est compliqué, c'est-à-dire que Noel, c'est un peu le socle du groupe de fait, puisqu'il compose, il écrit, donc c'est lui qui travaille les chansons, c'est lui qui va travailler sur les enregistrements. Et Liam dit lui-même à l'époque, c'est génial Oasis, en fait, Noel me file une chanson, je l'enregistre en 15 minutes et après je vais me bourrer la gueule au pub. Noel racontait aussi que pendant l'enregistrement d'un album, alors qu'il avait travaillé des heures, jour et nuit, pour le finaliser, etc., il dort un petit peu dans le studio et il se réveille et il y a des dizaines de personnes avec qui Liam a fait la fête dans un pub qui sont là, il sait même pas qui sont tous ces gens et qui s'amusent avec ses guitares, etc. Donc il tombe complètement dingue. Donc voilà, c'est un peu tout et n'importe quoi qui... je pense, exaspère surtout Noël. À quoi ressemblent leurs disputes et quelles sont les conséquences sur la vie d'Oasis ? Ah bah les disputes, ça peut être carrément des bagarres, ça peut être on se jette des trucs à la tête, on s'insulte, c'est vraiment les petites frappes anglaises qui, malgré le succès, malgré l'argent, ont pas tellement changé par rapport au quotidien qu'ils connaissaient quand ils étaient à Manchester dans leur banlieue ouvrière. Le 3e album d'Oasis sort en 1997 et il est décevant. Oui, parce que la recette Oasis tourne un petit peu en rond. Musicalement, comme je le disais tout à l'heure, on écrit un petit peu toujours la même chanson et on l'écrit un peu moins bien. Donc Oasis reste Oasis et reste le groupe rock du moment que tout le monde écoute. Donc mécaniquement, le disque est quand même un succès et se vend à plusieurs millions d'exemplaires, mais on sent que la source est peut-être un petit peu en train de se tarir. Les disques suivants, publiés en 2000, 2002 et 2005, sont des échecs à la fois critiques et commerciaux. Oui, parce qu'on sent qu'il y a un déclin. Je pense aussi que le climat entre les 2 frères Gallagher est de plus en plus compliqué. Tout le monde est un petit peu nostalgique des 2 premiers albums qui ont vraiment marqué, qui ont été des triomphes. Et à chaque fois qu'un nouvel album d'Oasis sort, on se dit « Ouais, c'est pas mal, mais c'est quand même pas le premier, c'est quand même pas le 2e ». Mais Oasis reste très important aux yeux de millions de fans à travers le monde. Oui, parce qu'en tournée, ça continue à remplir. En Angleterre, ils font des stades, ils font des concerts géants. Ici, alors quand ils annulent pas, ils font aussi des gros concerts dans des grandes salles. Et ça continue à tourner, mais c'est... parfois toujours sur le fil parce qu'on craint qu'à un moment donné, un gros concert soit annulé parce qu'il y a eu encore une dispute entre les deux. Le 20 mai 2005, Emmanuel Marolles, vous assistez à un concert d'Oasis à Londres dans une salle comparable à l'Élysée-Montmartre à Paris, l'Astoria. L'ambiance est survoltée. Ah oui, c'est un moment complètement dingue en fait. C'est le premier concert du lancement de leur album de l'époque. Et je me retrouve dans cette salle qui n'est pas très très grande, qui ressemble à un Élysée-Montmartre, un Olympia. Il y a peut-être 1500, 2000 personnes. Et dans la salle, je mesure le phénomène Oasis en Angleterre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est la finale de la Coupe du Monde de foot. Il y avait des bières qui voltigeaient dans tous les sens. Il y avait des mecs qui regardaient même pas ce qui se passait sur scène, qui se prenaient dans les bras, qui sautaient dans tous les sens, qui étaient... Voilà, on avait l'impression qu'à chaque chanson, Oasis était en train de marquer un but, quoi. Donc... Et eux, ils étaient impassibles, encore une fois, sur scène. Ils déroulaient quelques nouvelles chansons, leurs classiques. Et je me rappelle qu'ils avaient fini le concert par une chanson des Who qui s'appelle My Generation, où il y a un fameux refrain qui dit « J'espère mourir avant de devenir vieux ».
En octobre 2008, Oasis publie son 7e album studio, Dig Out Your Soul, et c'est un bon disque. Oui, je me rappelle avoir fait une chronique assez enthousiaste sur cet album parce qu'on retrouvait peut-être pas la flamme des 2 premiers albums, mais quand même un petit peu. Il y avait une grande chanson qui s'appelle Falling Down, qui avait vraiment le souffle des classiques d'Oasis, et on se disait peut-être qu'on va retrouver l'Oasis très inspiré qu'on a un petit peu perdu au fil des albums. L'été qui suit, Oasis est la tête d'affiche du festival Rock en Seine à Saint-Cloud, près de Paris. Noel et Liam Gallagher doivent jouer sur la scène principale le vendredi 28 août. Et vous êtes sur place pour Le Parisien, Emmanuel Marolles. Oui, parce que c'est un festival qu'on suit chaque année. Et puis aussi, c'est le grand retour d'Oasis à Paris. On les a pas vus depuis un petit moment. Le concert et la journée de festival affichent complet. C'est une belle soirée de fin d'été. Et en plus, en festival, souvent, les groupes jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils vont faire des nouvelles chansons, mais ils vont surtout faire des classiques et des tubes parce que leur show est un petit peu plus court que lors de leur tournée habituelle. En début de soirée, un assureur qui était là pour vérifier que le concert d'Oasis va bien avoir lieu part du festival. Les concerts sont toujours assurés, ou en tout cas notamment avec des artistes qui peuvent être un petit peu compliqués. On s'assure que tout roule et qu'il ne va pas y avoir de catastrophe. Donc l'objectif de l'assureur à ce moment-là, il est assez simple, c'est de vérifier que le groupe est bel et bien là, et qu'à partir du moment où ils sont là, qu'ils sont arrivés à l'heure, que le timing est respecté, il se dit tout va bien, et donc il part serein en début de soirée. Emmanuel Marolles, en coulisses, ça reste tendu entre les 2 frères, ils s'évitent le plus possible. En apparence, tout se passe bien pour le groupe, la tournée roule, mais en fait ça roule pas du tout. Il y a des prises de bec assez régulièrement, il y a des concerts qui peuvent être annulés soi-disant pour des problèmes de santé ou des choses comme ça, mais en fait c'est encore des engueulades parfois au dernier moment ou la veille des concerts, et donc c'est pas une ambiance idyllique. Mais il se trouve que ce soir-là, a priori, tout se passe bien. Liam est arrivé le premier. Il est plutôt de bonne humeur, il discute avec les membres de son équipe en coulisses, avec les techniciens français qu'il connaît, parce que c'est souvent des gens qui accueillent le groupe en tournée quand il vient en France. On est à 1h du concert, et là Noël arrive, tout seul, dans une voiture. Il passe devant les techniciens, il les salue, a priori tout va bien. Et quelques minutes plus tard, on m'a raconté que les gens qui étaient autour, parce qu'il y avait des loges très très privatisées, entendent des hurlements, des trucs qui claquent, un miroir qui se pète. Et ils voient à ce moment-là Noël repasser devant eux en disant c'est pas possible, il est trop con, je me casse. Et Liam lui courir derrière, un technicien qui lui barre la route pour pas qu'il essaie d'alpaguer son frère. Enfin voilà, c'est une scène un petit peu surréaliste, et encore une fois, c'est les 2 frangins qui se crêpent le chignon comme si c'était juste des gamins, alors que c'est des superstars du rock et qui sont censés monter sur scène quelques minutes plus tard devant 40 000 personnes. Noel Gallagher fait venir une voiture. Oui, du coup la voiture qui venait quasiment de le déposer est encore là, et donc il dit c'est bon, je m'en vais. Et il m'a raconté quelques années plus tard qu'il est resté dans la voiture quelques minutes en se disant qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je ressors de la voiture et qu'on fait ce concert et on verra plus tard ? Est-ce que je m'en vais ? Et il décide de s'en aller. Parce qu'il se dit tout ça en quelques minutes, mais à quoi bon en fait ? À quoi bon continuer ? C'est toujours la même histoire, c'est toujours le même bordel. Pour l'argent, j'en ai de l'argent de toute façon. Musicalement, ça ne m'intéresse plus d'être avec mon frère, donc je m'en vais. Et non seulement il s'en va, mais dans la foulée, il publie un message sur Facebook pour annoncer la séparation d'Oasis. D'un mot, on sait pourquoi ils se sont disputés à nouveau ? Certains disent que, en fait, on ne sait pas exactement dans quel contexte, mais Liam aurait dit à Noël que sa fille n'était pas de lui. Ça, c'est une première version. Et la deuxième version qui a été plus ou moins confirmé par Noël, c'est qu'il y avait un désaccord entre les deux sur la présence d'une marque de vêtements, qui était en l'occurrence une marque de vêtements de Liam, sur le programme de la tournée d'Oasis. Ça paraît un peu futile, un peu grotesque, ce genre d'explication, mais de toute façon, on sent que la moindre petite étincelle pouvait enflammer l'atmosphère entre les frères Gallagher.
Ce soir-là, c'est un autre groupe britannique, le groupe de ska Madness, qui a joué une seconde fois pour remplacer au pied levé Oasis. On a donc résumé au début de ce podcast les carrières solo de Liam et Noel Gallagher. Aucun des deux n'a vécu un succès approchant, même de loin, celui d'Oasis. On en vient donc au mois d'août 2024. La presse britannique parle de plus en plus souvent d'une reformation du groupe Oasis. Oui, c'est quelque chose qui est dans l'air depuis quelque temps. À travers aussi des interviews, il y avait des perches un petit peu tendues. Oui, pourquoi pas reformer Oasis ? Oui, je suis prêt à reformer Oasis, mais c'est mon frère qui veut pas, patati patata. Et on a senti quelques jours avant l'annonce officielle que là c'était imminent, que les deux frères étaient vraiment prêts à annoncer leur reformation. Alors non seulement ils étaient prêts à annoncer leur reformation, mais en fait tout était déjà calé, parce que une énorme tournée, ça se prépare. On cale pas des stades pour 2025 comme ça en 5 minutes. Il y a tout un travail de marketing pour l'annonce, pour la vente des billets quelques jours plus tard. Donc tout ça a été évidemment bien préparé en amont. Et puis il y a eu un concert de Liam Gallagher au festival de Reading le week-end précédent. Liam dédicace une chanson à son frère Noël, donc là le public qui est présent se dit non mais là c'est pas possible, là ça va arriver. Et puis le 26 août sur le compte Instagram d'Oasis, il y a une toute petite vidéo en forme de teaser avec le logo rectangulaire d'Oasis qui apparaît, sauf que à la place du mot Oasis, il y a une date, 27 août 2024, et puis après il y a une autre image où on voit 8h du matin, 8 a.m. pour les Anglais. Et là, pareil, les fans se disent, il va y avoir une annonce demain, à 8h du matin, et c'est forcément l'annonce de la reformation. Et à l'heure dite, sur les réseaux, Noel Gallagher officialise la reformation d'Oasis. Oui, avec une autre vidéo annonçant la reformation, annonçant des dates de concert pour 2025 dans des stades, et puis avec un petit mot, this is it, this is happening, donc ça y est, on y est quoi. Donc voilà, tout ce dont révèle le public d'Oasis est en train d'arriver, et finalement les frangins Gallagher arrivent à se rabibocher pour faire une grosse tournée. Le samedi 31 août, en une seule journée, 1 400 000 billets sont vendus pour les concerts de juillet, août et septembre 2025. Et il y a une polémique qui éclate sur les prix atteints par certains billets. Oui, parce qu'initialement, les prix pour les concerts d'Oasis tournaient autour de 150 livres, donc 180 €, ce qui est déjà une grosse somme, évidemment. Et en fait, il y a une forme de spéculation automatique dans la billetterie en Angleterre, qui n'existe pas en France d'ailleurs, qui fait que plus il y a de demandes, plus les prix peuvent augmenter. Donc évidemment, vu l'affluence des fans qui voulaient absolument avoir des tickets et qui ont patienté pendant des heures dans des files d'attente virtuelles sur Internet, au bout d'un moment, après avoir attendu 2 heures, 3 heures, 4 heures, ils se retrouvaient avec des billets qu'ils pouvaient acheter, mais plus du tout à 150 livres, mais à 350 livres. Donc là, on est à plus de 400 €. Donc il y a beaucoup de gens qui ont râlé, certains qui ont abandonné, d'autres qui ont quand même acheté parce qu'ils avaient attendu pendant longtemps et ils ne voulaient pas louper l'événement. Mais il y a eu une vraie polémique et ça a ouvert un débat sur la façon dont on peut maîtriser le prix des places de concert en Angleterre et dans le monde entier, parce que la problématique est la même aussi aux États-Unis. On a connu ça avec Taylor Swift, où il y avait des Américains qui préféraient, pour qui c'était moins cher de venir voir Taylor Swift en France que d'acheter des billets exorbitants aux États-Unis. Une reformation comme celle-ci, c'est forcément aussi une histoire de gros sous. Clairement, ça va faire plaisir aux fans. On va tous être contents d'entendre les grands classiques d'Oasis. J'ose espérer que ça va faire plaisir aux frères Gallagher, mais il ne faut pas se leurrer. Le climat détestable qu'il y a pu y avoir entre eux pendant des années ne va pas disparaître comme ça en quelques jours. Ils auront de toute façon dans leur poche des millions et des millions d'euros sur cette tournée. De Police même à téléphone, enfin en tout cas aux insus, ça se passe toujours comme ça. Derrière le spectacle et l'euphorie de revoir un groupe mythique qui s'est séparé et qui se reforme, il y a forcément un très très gros business. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Merci à Emmanuel Marolles. Ce podcast a été produit par Raphaël Pueyo et Clara Garnier-Amouroux,
Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas le deuxième podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien. Champagne supernova in the sky.